Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie entre Leiner Dominguez et Hans Niemann. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet échiquien, un petit point sur l'affaire dont tout le monde parle. Évidemment, il s'agit des accusations de triche de Magnus Carlsen à l'encontre de Hans Niemann, des accusations certes implicites, mais on ne peut plus claires. Depuis ma dernière vidéo, il s'est passé pas mal de choses, et notamment la 5e ronde de la Sinquefield Cup. En interview, Maxime Lagrave a pu donner pour la première fois son avis sur le sujet. Alors Maxime, c'est quelqu'un que je connais bien, il partage mon approche bayésienne de la vie, toujours à utiliser les probabilités pour mesurer son incertitude. C'est quelqu'un qui joue au poker, il aime beaucoup parier, donc il donne des cotes et des probas à tout événement potentiel, futur ou passé d'ailleurs. Et là, il a fait part plus ou moins de la même approche que moi. Évidemment, il respecte énormément Magnus Carlsen, et donc si le champion du monde est convaincu de la triche de Hans Niemann, il faut apporter du crédit à cette conviction, mais en attendant, rien n'est clair, et pour lui, pendant cette ronde, alors que Hans Niemann n'avait pas encore fait son interview dont je vais parler, il pouvait que dire que, a priori, Hans n'avait pas triché. Hans a joué sa partie, il s'est retrouvé perdant, même totalement perdant, mais il a accroché le match nul en finale, comme on va le voir dans un instant, et ensuite il a commencé son interview, d'abord pour analyser sa partie, puis pour donner sa version. Et autant dire que cette interview a fait changer pas mal d'avis. Alors là encore, peut-être certains étaient convaincus de la triche, puis sont maintenant convaincus de l'innocence. D'autres qui pratiquent le doute, j'ai envie de dire, sont passés peut-être plutôt d'un côté à plutôt à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que si Hans Niemann est bel et bien coupable de triche, s'il est coupable et qu'il a réussi à produire une telle interview aussi touchante, où les mots, les émotions qu'il transmettait sonnaient on ne peut plus juste, c'est qu'il est non seulement totalement fou, mais aussi on ne peut plus brillant. Ça serait vraiment un méchant de film, un villain à la Moriarty, joué par Andrew Scott pour celles et ceux qui ont vu la série Sherlock. Ça serait du actor studio. Enfin, il faut lui donner un Oscar, quoi. Dans cette interview, il commence par parler il commence par parler de son accent, ce qui n'était pas forcément très pertinent, hein, mais whatever, j'ai envie de dire. Ensuite, en point intéressant échiquien, il a parlé de sa partie contre Magnus Carlsen, et si vous vous rappelez, un élément à charge contre lui, c'était qu'il avait sorti tous les coups de l'ordi dans les 10, 12, 15 premiers coups de la partie, et il s'était défendu en expliquant qu'il avait anticipé et préparé juste avant la partie l'ouverture de Magnus. Sauf que l'ouverture de Magnus, c'était cette défense Nimzowitsch avec G3 que Magnus n'a jamais joué, et ensuite c'était une sous-ligne d'une sous-ligne. Et donc dans cette position, etc., j'ai analysé la partie sur la chaîne, vous pouvez revenir. Hans connaissait jusqu'au moins fou6 et même après. Donc c'était très étrange, évidemment, d'avoir préparé cette position, on ne peut plus nouvelle, qui ne fait pas partie du répertoire de Magnus, juste avant la partie, comme par miracle. Laurent Fraissinet, dans son podcast avec ses potes Jan Gustafsson et Peter Heine Nielsen, l'entraîneur principal de Magnus Carlsen, a déclaré que, avant d'avoir entendu l'interview, qu'il avait une hypothèse qui rendait la préparation crédible. C'était que Hans avait préparé la catalane, que joue beaucoup Magnus Carlsen, donc cavalier 3, D5, G3, et ici, s'il avait prévu de jouer fou B4 échec, il a pu se dire avant la partie, ah oui, mais en plus de fou D2 ou cavalier D2 qui sont les grands coups, peut-être que l'idée de Magnus, c'est de jouer le rare cavalier C3, que Magnus avait déjà effectivement joué en 2019,
Et là-dessus, il pourrait jouer Roc, Fou G2, D prend C4, et après A3, Fou prend C3, B prend C3, C5, Roc. On a la même position que dans la partie. Ça, on est après 9 Roc, et dans la partie, au 9e coup, 9 Roc, c'est la même position. Et donc ça, c'était plausible, en tout cas possible. Et donc c'est exactement cette hypothèse qu'a confirmé Hans Niemann. Donc un point qui était vraiment à charge passe de l'incroyable au plausible, au crédible en tout cas. Il est aussi revenu sur sa partie contre Firouzja. Bon là c'était un peu moins convaincant, mais bon, aussi c'est peut-être sur l'approche du jeu d'échecs. Qui suis-je pour juger un tel joueur qui, triche ou pas triche, est immensément plus fort que moi, incommensurablement plus fort que moi. Donc ici, toute la partie s'est jouée en fait sur ce coup de Dame G3 qui sacrifie la pièce. Et Hans s'est défendu en disant que le point faible de Firouzja, c'est quand il se fait attaquer. Et donc il s'est dit qu'à l'intuition, il avait largement assez de jeu en cas de prise dans C4, et que comme c'était vraiment pas le style de Firouzja, il pouvait se permettre de pas backup, de pas reposer son intuition par du calcul. Bon. J'étais un peu moins convaincu, mais pourquoi pas. Et ensuite, dans son interview, là, il était confidence, alors c'était une part de storytelling, ça se voyait que c'était évidemment préparé, mais ça, innocent ou coupable, on prépare une telle interview, on ne peut pas s'empêcher de la refaire 1000 fois avant d'y aller parce qu'on veut dire tout ce qu'on a à dire. Et en cas d'innocence, il a évidemment gros sur le cœur, donc c'est tout à fait normal de l'avoir préparé. Bon, je vous invite à la voir évidemment si c'est pas déjà fait. Je suis pas certaine qu'il y ait une transcription en français, mais bon, j'ai pas envie de trop de m'attarder dessus. Ce qui est sûr, c'est que voilà, si jamais il est coupable, il faut lui donner un Oscar. Dans ce cas-là, c'est un des meilleurs acteurs au monde. Vraiment, c'est le niveau de Andrew Scott qui joue Moriarty. Et c'est aussi un des. S'il était coupable et qu'il arrive à faire ça, c'est vraiment un des purs vilains, un des purs et pires vilains qu'on ait jamais vu. Donc voilà, maintenant, sur cette affaire, sur cette sombre affaire, la balle est dans le camp de Magnus et aussi dans le camp de chess.com et Nakamura, parce que c'était la petite révélation de Hans, il a été banni, interdit par chess.com de jouer sur leur site et donc de disputer le Global Chess Championship, l'espèce de championnat du monde en ligne qui va avoir lieu. Alors que 3 jours auparavant, Danny Rensch, le VP, le vice-président de Chesscom, lui avait témoigné de toute son admiration et qu'évidemment il allait jouer, etc. Petit point aussi, mais c'est très secondaire, il a fait son mea culpa et d'avoir triché une fois quand il avait 12 ans, une deuxième fois quand il avait 16 ans. Il a dit d'ailleurs qu'il était un peu sur son redemption arc, sur j'ai pas les mots en français, c'est très perturbant, que c'était un événement qu'il avait marqué, la deuxième fois il avait triché à 16 ans, qu'il a perdu des amitiés, et que depuis il voulait se prouver à lui-même et aux autres qu'il était un excellent joueur d'échecs et que c'est pour ça qu'il passait 12 heures par jour à s'entraîner. Donc voilà, ça c'était l'interview de Hans Niemann. Il s'est passé aussi une deuxième chose, bon là c'est très secondaire, c'est donc la sortie du podcast de Laurent Fraissinet et de ses collègues dont j'ai parlé, le Chicken Chess Club, où Laurent a confirmé avoir vu Hans Niemann à Paris. Donc il était passé faire un match de blitz avec Maxime. Maxime avait gagné à l'Armageddon, donc c'était un show. Ensuite, Laurent, Jules Moussard et Hans Niemann sont allés au Petite Canaille, un bar que je connais bien et que beaucoup de joueurs et de joueuses d'échecs parisiens connaissent bien, disputer là aussi des blitz et Hans a dit que il n'avait rien vu de Paris parce qu'il sortait pas de sa chambre d'hôtel, qu'il travaillait les échecs 10 heures par jour et que là il était juste sorti dans un bar, certes, mais c'était pas du tout pour s'amuser, enfin c'était pour s'amuser en jouant aux échecs contre Laurent et Jules. Donc c'est vraiment une machine de travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il a au moins le niveau 2700.
hein. Donc même si il triche, si on veut pas accuser avec fermeté Magnus Carlsen d'avoir lui-même accusé un innocent à tort et qu'on laisse une place de doute encore, ce qui est sûr, c'est qu'il a au moins le niveau d'un joueur à 2700. Et donc, sachant tout ça, place enfin aux échecs et à cette partie. Alors, je me suis mise du côté des blancs, enfin, je nous ai mis du côté des blancs à la place de Lainer Dominguez. On ouvre par E4 et Hans nous joue E5, L3, cavalier C6 et donc fou C4. Cavalier F6, D3, une italienne. Évidemment, là, pas de H3, cavalier C3 comme l'avait fait Alireza dans la partie que j'avais commentée précédemment, il y a 3-4 rondes. Mais Roc, D6 et C3, l'italienne que je dis, que j'appelle l'italienne de grand maître. A6, c'est un des grands coups. A4, fou A7, cavalier D2. Et donc, juste un petit point, Hans va jouer avec cavalier E7 dans la partie, avec l'idée de replacer le cavalier C6, qui est souvent la pire pièce des noirs, parce que il est dominé par le pion C3 des blancs. Donc, avec l'idée de le replacer en G6. Et pour bien comprendre une différence entre l'ordre de coups cavalier D2 joué par Dominguez et tour E1, en cas de tour E1, on peut roquer, et après H3, les blancs n'ont toujours pas joué cavalier D2. Et donc sur cavalier E7, on peut faire des 4 tout de suite. Bon, ça va tout à fait pour les blancs, ça va aussi pour les noirs. En général, les noirs jouent cavalier G6, maintenant cavalier D2, le cavalier ira en F1, en G3, etc. Et donc, à la place, dans cette position, Dominguez a joué cavalier D2 tout de suite, roc H3, H6, tour E1, et donc ici, cavalier E7. Et il y a des petites différences, notamment ici sur cavalier E7, contrairement à tout à l'heure, on ne peut pas jouer D4. Parce que là, le cavalier n'irait pas en G6. Là, ça irait tout à fait pour les blancs et ça risque de transposer dans les variantes dont j'ai parlé tout à l'heure avec cavalier F1, cavalier G3. Mais les noirs vont jouer cavalier C6. Et à cause de la présence du cavalier D2 qui bloque la colonne D, qui bloque la dame qui ne protège plus le pion D4, le pion D4 est trop sous pression. On ne peut pas simplement jouer le cavalier et protéger le pion D4, parce que là les noirs auraient une petite tactique typique, ils prennent en D4, on prend ses points D4, ça a l'air génial, on a le centre parfait et tout, mais les noirs jouent cavalier prend E4, détruisent notre structure de pion, parce qu'après tour prend E4, il y a la fourchette, D5, si le fou avait été en B3, évidemment les noirs n'auraient pas eu ça, et donc avec les pions D4 et E4, on aurait été positionnellement écrasant. Là, les noirs sont presque gagnants positionnellement, le pion D4 va être trop faible après prise et prise. Ok. Donc, après cavalier C6, le pion D4 est sous pression, on n'a pas envie de jouer D5, là le cavalier repart en E7, donc c'était vraiment marrant d'avoir, enfin, cavalier C6, E7, puis il repart et il revient, etc. Le switchback, double switchback. Mais le fou est bloqué, c'est une structure qui va favoriser les noirs, qui vont pouvoir jouer F5, avoir du contre-jeu à l'aile roi très rapidement. Le fou A7 est monstrueux aussi, et le jeu des blancs à l'aile dame n'a pas du tout commencé, va être difficile. Par exemple, le fou C4 gêne les pions. Donc D5, oula, pardon. D5 ne va pas du tout, en attendant, s'il n'y a pas du tout, c'est que j'ai tout cassé. Touk touk touk. Donc dans cette position, c'était D4, cavalier C6, D5 ne va pas du tout, le pion D4 est sous pression, on ne peut pas non plus le protéger en bougeant le cavalier à cause de cavalier prend 4, en tout cas prise en D4 et cavalier prend 4. Donc il ne reste plus que D prend E5, mais ça autorise cavalier prend E5, cavalier prend E5, D prend E5, les noirs ont égalisé au centre. Tant qu'on est comme ça, on a deux pions centraux contre un pion ennemi, comme je le dis souvent, alors que là, c'est un pion chacun, les noirs ont largement égalisé, et donc D4 ne va pas. Pour cette raison, Lainer a joué fou B3 ici, il attend cavalier G6, qui est le coup le plus joué, pour faire D4. Et donc ça transposerait dans ce que j'ai montré tout à l'heure, la grande variante. Mais
Sur fou b3, nouveauté à jouer à tempo par Hans Niemann. Bon, c'est une position qui est assez rare, hein, mais nouveauté jouée par Hans Niemann, c'est c5. Donc là aussi, il y a eu pas mal de rumeurs, enfin en tout cas de bruit de cours, parce que C5, c'est un des coups de l'ordi, alors que ça semble inhumain. Bon, mais on est au 11e coup d'une italienne qui fait partie intégrante du répertoire de Dominguez, donc c'est pas non plus si surprenant, même si cette position est rare et Hans ne pouvait pas être sûr et certain de l'avoir. Si c'est vraiment le monstre de travail que tout le monde qui le connaît dit qu'il l'est, lui y compris, c'est pas surprenant qu'il place une nouveauté si c'est le premier coup de l'ordinateur. Bref, C5, structurellement, c'est horrible. Là, si vous montrez un tel coup à un grand maître des années 80, il va vous dire que vous ne savez pas jouer aux échecs. Parce que ça crée un trou à vie sur la case D5, qui ne peut plus jamais être protégé par un pion, et ça bloque le fou A7. Alors pourquoi c'est bon C'est bon, en tout cas c'est intéressant, parce que tout le jeu des blancs est basé sur la poussée des 3 D4. Il n'y a pas d'autres poussées de pions convaincantes, en tout cas, pour les blancs. Et donc, si les blancs n'ont pas D4, et ça sera très difficile à mettre en place, déjà parce que il ne faudra pas que ça soit en prise, mais en plus, quand bien même ça ne serait pas en prise, les noirs échangeraient et leur fou A7 ressusciterait tout simplement et deviendrait à nouveau monstrueux. Donc C5, une idée très intéressante. À noter là aussi que le cavalier n'est pas en G6 et il peut revenir à tout moment en C6, notamment pour éviter du A5. En cas de A5, le pion A5 domine les pions A6 et B7, mais il peut être faible et attaqué déjà par la dame, puis par le cavalier, et ça peut être assez difficile de le défendre. Ok, Leiner a joué cavalier F1, qui est un coup on ne peut plus naturel, soit pour aller en G3, comme d'habitude dans l'italienne, soit un peu plus rare dans l'italienne de manière générale, mais là peut-être plus naturel dans cette position, pour aller en E3. Dans les deux cas, on contrôle la case F5, mais en plus là, on peut aller en D5. Et donc, si dans cette position, Hans avait joué avec B5, qui n'est pas bon, pas très bon comme on va le voir, mais on aurait eu une position qui fait vraiment penser à la variante Chigorin de l'espagnol. Donc la variante Chigorin de l'espagnol, c'est E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1. Les blancs menacent maintenant de prendre un C6 puis de prendre un E5 car le pion 4 est protégé. Donc on joue B5, fou B3, D6, C3, roc, H3 pour faire D4 sans autoriser fou G4. Et maintenant les noirs peuvent jouer cavalier A5 et sur fou C2, C5. Donc ça fait un peu penser au même genre de structure avec à la fois le pion B5, le pion C5, le pion D6, E5, etc. Là, le D4 est un grand coup, mais on peut aussi tout à fait jouer D3, et ça fait vraiment penser à la position de tout à l'heure. Mais, il faut que j'arrive à retrouver la bonne position. Donc, on était comme ça, cavalier F1, fou aussi a été joué, donc sur B5, ça ne va pas, parce qu'on peut juste jouer cavalier G3, et après fou B7. Certes, là, les blancs ne vont plus pouvoir jouer D4, parce que les deux fous revivraient, et deviendrait tout de suite monstrueux. Mais c'est notamment le fou B7, en plus du fou A7 tout à l'heure, j'avais expliqué qu'il allait revivre en 4D4, mais en plus là, le fou B7 après sur le pion E4. Pour l'instant, il y a le pion D3, mais donc D4 le rendrait faible. Donc les blancs n'ont plus D4. Une bonne nouvelle pour les noirs. La mauvaise nouvelle pour les noirs, c'est qu'ils vont se faire mater. On va jouer cavalier H4, on va jouer dame F3, on va mettre un des cavaliers en F5, et on va sacrifier en H6 par exemple. Donc là, l'attaque serait beaucoup trop forte. On a besoin de ce fou sur cette diagonale pour contrôler les cases de l'aile droite. Donc B5, ça fait penser à la défense Chigorin de l'espagnol, mais ça ne va pas du tout.
Hans a joué fou e6 à tempo, donc là aussi il connaissait. Ça autorise fou prend e6, f prend e6. Donc là, le coup qu'il faut toujours regarder, c'est dame b3. Est-ce que parfois ça gagne un pion dans les italiennes? Ici, il y aurait simplement dame d7. Et donc structurellement, l'échange en e6 donne au noir un pion e6 qui contrôle la case d5. Donc tout à l'heure, on avait dit que le problème de c5, c'était d'avoir affaibli cette case. Bon, là, elle est contrôlée par un pion à nouveau, donc tout va bien. Le pion contrôle aussi la case f5, donc j'en avais parlé aussi. Donc ça, c'est les deux bonnes nouvelles pour les noirs. Et la troisième bonne nouvelle pour les noirs, c'est l'ouverture de la colonne F, et la tour étant en F8. S'il avait été en 8, il aurait fallu perdre un temps, mais là, elle est déjà en F8. Maintenant, elle est hyper active. Donc ça, c'est trois bonnes nouvelles pour les noirs. Alors, ça compense largement le petit manque de souplesse de la structure de pion dû au pion doublé. Donc prise en E6, non. Une variante qui est coopérative, mais qui montre une des idées des noirs de jouer à l'aile roi, c'est cavalier H4, dame D7, cavalier G3, on aurait pu commencer par cavalier G3. Et ici, les noirs sont déjà gagnants, alors ça paraît surprenant. Et ça, je suis contente de vous la montrer parce que c'est pas des coups de l'ordinateur vu qu'ils sont mauvais, mais c'est des coups assez humains. On pourrait se dire que c'est les blancs qui préparent dame F3 et l'attaque à l'aile roi et que le fou A7 ne joue pas du tout. Vous allez voir que en fait ce sont les noirs qui vont attaquer à l'aile roi et le fou A7 est hyper important. Il y a fou prend H3 qui gagne. Et le problème c'est que G prend H3, dame prend H3, la dame attaque le cavalier H4, donc admettons cavalier F5, il n'y avait pas beaucoup de cases, cavalier prend F5, sur pion prend F5 pour garder le cavalier en G3 en défense. Les noirs ne jouent pas cavalier G4 parce que la menace de mat dame H2, dame prend F2 est parable par dame F3 et dame H2, roi F1, il n'y a pas de mat, là, les noirs sont même perdants. Mais dans cette position, les noirs jouent C4 et c'est terminé. Menace de prendre un B3 et sur fou prend C4, dame prend G3, échec. Rappelez-vous du fou endormi en A7 qui s'est réveillé par le coup C4. Et dans cette position, cavalier prend F5, du coup ça enlève le cavalier de la défense. Maintenant on peut jouer cavalier G4, il n'y a pas dame F3. Tout à l'heure, quand le cavalier était en G3, il y avait ce coup, et donc ici il n'y a pas de défense. Pour parer dame H2 échec, un coup comme dame D2, on peut jouer C4, attaque le fou, menace fou prend F2, c'est terminé tout de suite. Ok, donc ça c'était une petite variante pour montrer que ce fou A7 n'est pas si mauvais que ça. Dans cette position, Dominguez a joué cavalier E3, eu dame D7, fou D2. Ici un coup douteux de Hans Niemann qui a joué tour D8. Alors il voulait garder la possibilité de mettre la dame en C8 pour conserver cette batterie fou-dame sur cette diagonale et donc des idées de sacrifice. Le plus précis d'après l'ordinateur, c'était de mettre la tour en C8. Comme ça, en cas de A5, qui sera le coup de la partie, on peut jouer le plan de Niemann fou B8 et sur fou A4, dame D8. Et on se rappelle, tout à l'heure, j'ai mentionné la faiblesse potentielle du pion A5. Et là, c'est clairement le cas. Après C4 qui défend le pion, les noirs ont fou A7 et par exemple sur un coup comme cavalier D5, on peut même jouer cavalier C6 et toutes les pièces attaquent le pion A5 et cette position est très bonne pour les noirs. Le meilleur coup pour les blancs étant de donner leur fierté le cavalier D5 contre le fameux fou horrible en C7. Ok. Donc tour C8 n'a pas été joué, tour D8 à la place, les blancs ont fait le même plan à 5. Donc là, Hans a joué fou B8 comme le coup dont j'ai parlé après tour AC8, mais ici c'est beaucoup moins fort. Et il a regretté, après la partie, il a dit qu'il aurait dû jouer cavalier G6, avec l'idée que sur le même plan des blancs, à savoir fou A4, dame A8 et C4, pour fixer la case D5 et pouvoir s'y installer, malgré le fou E6 et le cavalier F6. Ici, Niemann voulait jouer cavalier F4. Et il pensait même que les noirs étaient mieux. Alors c'est vrai que visuellement ça fait peur. On se dit qu'il y a des fous pour un H3 qui vont venir. Bon, il se trouve que les blancs sont
si ce n'est gagnant, ou au moins un énorme avantage d'après l'ordinateur. Pas seulement après le coup de tour A3, qui défend simplement le pion, et fou prend H3, l'ordi s'en fiche totalement. Le juge prend H3, dame prend H3, cavalier H2. Le cavalier défend le mat, et l'autre cavalier H2 défend la case F3 pour jouer dame F3 au prochain coup. Donc ça, c'était une possibilité, mais même pire encore pour les noirs, après cavalier F4, l'ordinateur joue cavalier H4, alors ça, c'est très surprenant. Ça laisse le pion D3 en prise, mais après cavalier prend D3, il joue cavalier F5, menace cavalier E7, fourchette. Et même après roi prend H7, il y a roi H7 tout court, ne prend rien, il y a fou prend H6. On veut se venger sur le cavalier D3, en cas de cavalier prend 1, fou prend G7, et l'attaque blanche est gagnante. Ok, bon. On peut tout à fait excuser Hans d'avoir pensé qu'après cavalier F4, les noirs étaient bien. Bon, il se trouve qu'ils sont quand même très mal, et donc, ouais, la position est pas géniale pour les noirs. Après tour AD8, il fallait vraiment jouer tour C8. Ok, donc fou B8, c'est le coup de la partie, mais c'est peut-être pire encore, parce qu'après fou A4, dame C8, C4, cavalier G6, cavalier D5 a été joué. Ici, les noirs ne peuvent pas simplement jouer à la loi, par exemple cavalier H7 pour faire F5, c'est beaucoup trop lent, ça aurait pu être le plan, mais les blancs arrivent largement les premiers avec B4 et F5 n'est même pas possible. Là aussi, il y a une tactique, il y a cavalier H4, dévie le cavalier, en cas de cavalier prend H4, cavalier E7, échec, gagne la dame. Et il n'y a pas de fou prend D5 parce que juste cavalier prend G6, attaque la tour, on va récupérer le fou. Et évidemment, ça attaque aussi la fourchette en E7. Donc, cavalier H7 n'est pas possible. Du coup, il faut prendre en D5. Cavalier prend D5 a été joué. Ici, c'est prendre D5, c'est vraiment le coup le plus naturel. Et c'est le coup qui a été joué. Donc très bien, juste E prend D5 n'est pas totalement idiot. Parce que après fou D7 et admettons l'échange, les noirs vont pouvoir jouer F5, mais du coup, il n'y aura pas vraiment de contre-jeu. Parce qu'il n'y a pas le pion E4 sur lequel le pion F5 tape. Et donc, on peut quand même jouer B4. Et les blancs sont très bien dans cette position. Mais c'est prendre D5, c'est plus naturel et plus fort de reprendre vers le centre. Fou D7 et B4. Les blancs sont largement les premiers. À noter que l'ordinateur suggère même le coup G4 pour être sûr qu'il n'y ait vraiment jamais de contre-jeu. Et on va quand même jouer B4 après. Mais bon, on peut aussi regretter d'avoir joué G4, hein, c'est pas du tout humain. Bon, déjà là, faut pas avoir peur de fou prendre G4. Il se trouve que ça fait strictement rien, mais humainement, c'est jamais le genre de coup qu'on veut laisser à son adversaire. Pas seulement à ce coup-ci, mais à chaque coup. Bref, G4, on peut aussi ne pas y penser. Et B4, de l'autre côté, c'est quand même bien plus naturel. C'est prend B4 a été joué. Tour C1, attaque la dame, ça force fou prend A4, dame prend A4, dame D7 et les blancs rentrent dans la finale. Et cette position, c'est vraiment une poubelle pour les noirs. Ils ont un pion de plus, mais c'est évidemment que temporaire, le pion B4 est condamné. Le pion A5 domine les deux pions A6 et B7, donc le pion B7 est arriéré sur une colonne ouverte, donc une vraie faiblesse. Le pion D6 peut être faible aussi, un jour le cavalier peut aller en C4 pour l'attaquer. Le fou B8, il pourra retrouver une diagonale, mais en attendant, il est mauvais. Le cavalier G6 n'est pas hyper impressionnant. Les blancs dominent la colonne C. Bon, bref, il n'y a aucun facteur positionnel qui va. C'est juste une finale tactiquement perdante. Dominguez a joué tour C4, fou A7, fou E3. Maintenant que le fou a retrouvé un peu d'activité, on l'échange. D'autant plus que ça permet F prend E3. Tout à l'heure, on parlait de F1 E6 pour les noirs, là c'est F1 E3 pour les blancs, et le pion domine le cavalier en le privant de la case F4. Donc là, il faut essayer de trouver du contre-jeu pour les noirs. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a deux coups candidats, il y a F5 et B5. Bon, ni l'un ni l'autre ne marche. Évidemment, c'est une mauvaise position, donc il n'y a pas de bon coup. Sur B5, on prend surtout pas tour prend B4, parce que là, tout d'un coup, le pion B7 qui était arriéré est maintenant passé protégé. Donc évidemment, on prend en passant. A5, on peut se dire il y a deux pions passés liés pour les noirs, c'est très grave, mais
petite variante très sympa qui montre l'avantage des blancs. Tour C6, les blancs veulent taper sur le pion D6 après cavalier D2, cavalier C4. Si les noirs essayent de taper sur le pion B6, le cavalier arrive en C4 juste à temps. Tape aussi sur le pion A5, donc là vraiment une magnifique case pour le cavalier qui défend, qui attaque. A4 pour faire du contre-jeu. Tour B1 menace le pion B4 qui doit avancer en B3. Maintenant tour A1 et après B2. Le cavalier faisait pas assez de travail en C4, enfin tout à l'heure. Il en a un en plus maintenant, c'est de prendre le pion B2. La variante peut être poursuivie par tour prend B6, échange en B6, cavalier prend A4, tour A6, cloue le cavalier. Mais ici, il y a une méthode typique pour se déclouer. On joue tour A2 et au prochain coup, cavalier C3 et le cavalier défend la tour. Donc ça, c'est vraiment important pour se déclouer parce que sinon, les noirs ne seraient pas forcément moins bien si on ne pouvait pas jouer le cavalier ni la tour, évidemment. Mais du coup, on se décloue et la finale de cavalier avec un pion de plus est gagnante. Ok. Donc ça, c'était la possibilité B5, qui n'est pas hyper réjouissante. Hans a choisi F5, mais c'est guère meilleur. Pion prend F5, tour prend F5, tour B1, pour prendre le pion B4 sans permettre tour C7, tour F7, cavalier D2, cavalier E7, force E4. Roi F8, il n'y a pas grand chose à faire avec nos tours et notre cavalier. Donc roi F8, il y a un plan. C'est de jouer roi E8, roi D8 et peut-être tour C7 ou cavalier C8. Donc le roi sera mieux placé en D8 que en G8 où il fait rien du tout. Alors ici, Dominguez n'a pas joué le meilleur coup, il a joué le très naturel tour prend B4, menace tour prend B7. Mais ça permet un cavalier C8. Et le cavalier va se diriger vers la case A7, puis potentiellement B5, puis même potentiellement D4. Bon, les blancs auront le temps de voir venir, évidemment. Donc ça reste gagnant pour les blancs. Mais le meilleur coup, c'était de jouer tour prend B4. C'est pas du tout... on veut pas du tout avoir une tour en B4, une tour en C4. On veut avoir les deux tours sur la même colonne. Mais on préférait non pas les avoir sur la colonne B, mais sur la colonne C. Et donc là, les noirs n'ont pas eu le temps de jouer ni tour C7, ni cavalier C8. Et en cas de roi E8, pour courir en D8 et menacer cavalier C8 ou tour C7, là, les blancs gagnent par tour C1, ce roi D8, tour C4, empêche les deux coups libérateurs des noirs, et sur un coup random comme G5, on peut jouer tour C2, encore un coup brillant, pour faire cavalier C4, suivi de cavalier B6, et après il y a même des idées de maths potentiellement. Donc ça c'était vraiment le mieux. Humainement, c'est quand même assez dur. Hein. C'est des coups tour B, prend B4, perdre 2 tempos avec les tours pour empêcher le contre-jeu, c'est pas si intuitif. Et là encore, le meilleur coup, c'est un coup de repli comme ça pour laisser passer le cavalier. Bon, même au niveau de Dominguez, c'est pas si évident. D'autant plus que tour C prend B4 est objectivement gagnant. Cavalier C8, cavalier F3, très bon coup pour jouer cavalier A7, D4, et donc les noirs n'ont pas eu le temps de jouer cavalier B5. Prise, cavalier prend D4. Ici, cavalier B5 était possible, mais comme dans la partie, les blancs n'auraient pas dû prendre en B5, mais jouer cavalier E6, échec, et après roi E7. Là, le meilleur coup est hallucinant. Si on joue un coup standard, comme tour C1, en se disant, peut-être je vais aller en C8, ça va être cool. Les noirs ont roi F6, et sur tour F1 échec, roi E5. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas cavalier F8, enfin, le problème, les blancs sont très bien, mais on n'a pas cavalier F8 parce que tour prend F1 vient avec échec, et du coup, roi prend F1 est forcé, on n'a pas eu le temps de jouer cavalier prend D7 intermédiaire, et là, on est même perdant. Donc évidemment, il suffisait de ne pas jouer cavalier F8 pour être très bien avec les blancs, mais donc ça explique le meilleur coup des blancs dans cette position, le coup de l'ordinateur. Tour B2, qui paraît délirant. C'est pas du tout évident de comprendre pourquoi la tour est mieux placée en B2 qu'en B1, et encore moins pourquoi ce meilleur placement vaudrait la peine qu'on y consacre un tempo.
Ben, c'est tout simplement parce qu'après roi F6, tour F2 échec, roi E5, cette fois-ci on a cavalier F8, attaque la tour, et tour prend F2 vient sans faire échec, du coup on a cavalier prend D7, échec, intermédiaire, et c'est fini, roi F4, roi prend F2. Ok. Là aussi, je pense pas qu'on puisse en vouloir à Dominguez si jamais il n'avait pas vu cette variante. Mais dans tous les cas, cavalier B5 n'a pas été joué parce que Hans a joué G6, tour B3 maintenant, roi G7, des petits coups de manœuvre et cavalier B5 ici. Et donc là, il fallait vraiment jouer cavalier E6. C'est la même idée gagnante. Sur roi F6, tour F3 échec. Et sur roi E5, cavalier F8 met fin à ce qui aurait été une magnifique partie de Lanière Dominguez. Mais, oui, sur tour F3 échec, du coup, le moindre mal c'est de tenter roi E7, mais maintenant on peut jouer tour G3, et ça c'est vraiment la poubelle intégrale. Tour F6, tour C4, alors menace de rentrer en C8, le seul coup c'est cavalier A7, les noirs n'ont plus aucun coup. C'est totalement gagnant, bon, même si c'est pas forcément évident de s'en convaincre, ni de remporter le point. Il faut encore convertir, mais c'est vraiment, on ne peut plus gagnant. Comme finale avec égalité matérielle, c'est difficile de faire plus écrasant que ça, il suffit de comparer chaque pièce. Ok. Liner a joué cavalier prend B5, mais toutes les finales de tour sont nulles. Alors celle-ci, peut-être pas encore s'il avait joué tour prend B5, parce que le roi s'active, roi F6, et sur roi F2, roi E5, roi E3, tour F4, là c'est vraiment totalement nul. Les noirs ont suffisamment de contre-jeu. Si on protège, la tour va chercher le pion H4 par exemple, et ça fait nul. Mais les blancs pouvaient être plus précis en jouant le très fort tour 5 B4 avec l'idée de défendre le pion par anticipation, avec la tour qui paraissait être la plus active, mais pour se garder des possibilités de bouger cette tour sur la troisième rangée. Et ici, l'ordinateur donne roi E5, H5, G4, roi H2, sur tour F4, qui est le coup actif des noirs qu'on aura envie de jouer. Là, ça perdrait à cause de tour prend B7 maintenant, et sur tour prend B7, tour prend B7, bizarrement, les noirs ne peuvent pas prendre le pion E4, parce que dans les deux cas, on échangerait les tours. Sur tour prend E4, c'est tour E7 échec, sur le tour prend E4 et le pion file à dame, et sur roi prend E4, c'est la même chose. De l'autre côté, tour B4 échec. Et si les noirs ne jouent pas tour F4, déjà c'est difficile de leur proposer un seul coup, et les blancs vont améliorer leur position petit à petit. Donc, par exemple, si on joue tour G7, peut-être roi G3, on va améliorer le roi, peut-être qu'à un moment il y aura tour F3, et il faut faire attention à la menace de mat, etc. Donc ça, cette finale est peut-être gagnante. Après tour prend B5, peut-être quand même que match nul, ça reste une finale de tour. Mais en tous les cas, Liner a joué tour F3, et là, maintenant, c'est bel et bien nul. Et Hans a forcé la nulle brillamment, enfin, sans trop trembler. Tour E7, roi F2, tour C7, roi E3, tour C2, on active la tour. Tour F2, tour C1, roi D3, échec, et répétition des coups, match nul. Donc voilà, une partie très intéressante avec cette idée un peu hallucinante C5 dans l'ouverture, vraiment une nouvelle conception. Alors, pour être franche, on l'avait déjà vu, mais pas dans cette position précise, dans des positions similaires différentes, pas seulement dans l'espagnol, Chigorin que j'ai mentionné, même dans les italiennes, mais c'est vraiment très rare. Mais peut-être que ça va se développer. Et après, Dominguez a largement dominé, mais Hans a su saisir sa chance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et surtout la deuxième partie plus échiquienne que la première vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, allez-y sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs. Si vous voulez prendre des cours particuliers avec moi, vous pouvez me contacter. Il y a des liens dans la description. Ciao.